Donc, je vous présente une petite présentation que j'ai faite sous forme PowerPoint. Donc, faire de la douleur une alliée, c'est le titre de la présentation et c'est également le titre de la formation. J'imagine que ça vous a peut-être interpellé. Moi, je trouve que c'est intéressant comme titre et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, il faut juste que ça fonctionne, le truc. Donc, les objectifs de la formation. Comprendre ce qu'est la douleur est utile, pourquoi est-ce important pour le patient qu'il comprenne ça. Je vais faire un petit rapport entre la douleur et le mouvement, puisque on est quand même kinésithérapeute, donc le mouvement, c'est essentiel pour nous. On va parler du contexte, pourquoi une douleur existe, évaluer l'aspect multifactoriel de la douleur. Il y avait une question sur la douleur nociplastique, donc on va essayer de voir ce que ça veut dire. Et on va essayer de répondre à une question qui est la suivante: est-il un intérêt à classer la douleur? S'il y a un intérêt, lequel? Donc c'est une question qui peut faire débat. On va voir ça tout à l'heure. On va parler des TCC, donc des thérapies cognitivo-comportementales, notamment l'ACT. Et on va voir développer, bouger au-delà du mouvement, un acte biopsychosocial. L'effet placebo, on verra qu'il se passe vraiment quelque chose. On va rapprocher un peu l'effet placebo de l'alliance thérapeutique. Et enfin, très rapidement, une question sur la nociception et le caractère essentiel du fait que la nociception est vraiment différente de la douleur. Donc là, Laurent, tu vas nous parler de tout ça en 3 quarts d'heure. Je vais vous parler de tout ça en même peut-être un petit peu moins, on va voir, si vous êtes bavard ou pas. Mais vous pouvez m'interrompre et me poser des questions. Donc soit directement pour vous, soit par le chat, avec les questions qu'on peut poser par écrit. Je vois qu'il y a un plus enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc la douleur est une alliée, comprendre la douleur, et donc les questions étaient les suivantes, et les bonnes réponses étaient donc: la douleur est une bonne chose, étudier et comprendre la douleur est la base de notre travail. Vous êtes d'accord avec moi que la douleur, c'est une bonne chose? Oui. Oui? Mmh. Super. Bah oui, puisque j'ai fait la formation, donc Ah d'accord. OK. Donc la douleur, c'est bien entendu quelque chose de tout à fait naturel. C'est très désagréable, ça fait partie d'ailleurs de la définition. Ça, j'imagine que vous en étiez aperçu. Et puisque c'est désagréable, c'est utile. Si ce n'était pas désagréable, ça servirait à rien. C'est subjectif, c'est très inattendu parfois, et quelque part, on peut assimiler la douleur à un signal d'alarme, et ce signal d'alarme, c'est quelque chose qui va nous faire réagir. Donc voilà pourquoi la douleur est une bonne chose, puisqu'elle est nécessaire pour nous protéger. Étudier et comprendre la douleur, oui, Après, ce qui est peut-être plus compliqué, comment ça? c'est de dire Je t'entends pas. ce qui est peut-être compliqué à faire comprendre aux patients, c'est qu'ils comprennent pourquoi la douleur est une bonne chose. Qu'est-ce que tu leur répondrais, Emmanuel, si ton patient te demandait ça? Bah, je pense que mon patient, il veut être au cabinet, il veut que je le soigne et puis avoir mal. Donc, si moi je lui dis: «Non, mais vous avez mal, c'est une bonne chose», bon, il faut creuser un peu plus, quoi. Alors, dire que tu as mal, c'est une bonne chose, c'est différent de dire que la douleur est une bonne chose. Tu vois si tu vois ce que je veux dire? Mmh. Si éventuellement tu n'avais pas la possibilité de ressentir la douleur, est-ce que tu penses que ça serait une chose intéressante, comme dans l'incapacité congénitale à la douleur? Bah, ça me semble un c'est peu dangereux, quoi. c'est ça, oui. Dangereux, ouais. Je pense que la Dangereux. douleur, elle est là pour nous protéger. C'est ça qu'il faut peut-être expliquer aux patients. Après, ça fonctionne pas toujours aussi bien que ça, hein, bien évidemment, et c'est ce qu'on va voir. Donc étudier et comprendre la douleur, c'est la base de notre travail. Donc on revient sur cette nécessité de comprendre ce qu'est la douleur, notamment son utilité, de manière à pouvoir analyser le problème, analyser pour comprendre,
comprendre certainement pour rassurer les gens, parce que la douleur, c'est pas très rassurant, c'est désagréable, c'est inattendu, c'est très invalidant, potentiellement. Donc la comprendre, ça peut être rassurant. Rassurer pour faire bouger, et là on commence à faire notre métier de kiné puisqu'on va inciter les gens à bouger malgré la douleur, dans des conditions particulières et spécifiques et très progressives. Faire bouger en toute sécurité puisqu'on aura donné le message à notre patient que bouger, c'est pas nécessairement plus dangereux qu'autre chose. D'ailleurs, bien souvent, ils disent spontanément que quand ils bougent, ils ont moins mal. Ça, c'est les miens de patients. Je ne sais pas si les vôtres sont pareils. Oui, non? J'entends plus personne. Ça dépend. Ils ont tous Ça coupé les dépend. micros. Et en fait, au final, c'est bouger pour se rassurer, puisque bouger, c'est la vie, se déplacer, c'est la vie. Donc, les gens qui ne peuvent plus bouger parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils ont peur, ils ne sont pas toujours très rassurés et on voit les douloureux persistants ou chroniques être souvent très, très démunis face au mouvement. Donc voilà, étudier et comprendre la douleur, c'est certainement le plus important du début et la base de notre travail. C'est pour ça que les questions étaient au début. Donc la douleur, elle est utile. Et par contre, il sera très, très, très important d'expliquer ce qu'il en est. Bouger pour ne plus avoir mal, sortir du cercle vicieux. Et là, on parle directement de quelque chose qu'on connaît, qui est la kinésiophobie. Donc bouger entraîne une douleur, la douleur entraîne la peur va conditionner un petit peu le blocage va occasionner le déconditionnement et systématiquement, quand on commence à bouger, on a mal, etc. Et l'idée, c'est de sortir de ce cercle vicieux. Donc, si on reprend cette image, on voit très bien que sur le côté gauche, on part vers le catastrophisme, la peur de la douleur, la peur de se blesser, l'évitement, le déconditionnement, l'incapacité, la perte d'emploi, la dépression, etc., etc. Et là, on est dans le cercle vicieux et s'il est possible de passer vers la droite, on part vers l'absence de peur, la gestion de la douleur, l'antalgie, la confrontation progressive avec la douleur et non pas contre la douleur, et éventuellement la récupération, pourquoi pas la guérison. En attendant, on va plus vers le bien-être. Est-ce que tu peux remettre la slide précédente, Laurent, sur le cercle vicieux de la douleur? On Ouais. peut faire ça, voilà. On peut le faire. Parce que du coup, nous, kinés, on peut intervenir en fait à différents endroits là, du Alors, cercle. Sur les peurs. ce qu'on voit dans la formation et ce qu'on fait dans nos cabinets, c'est qu'on va inciter les gens à bouger pour leur redonner l'envie de vivre, hein, quelque part, même s'il y a une douleur. Si on explique à la personne que la douleur n'est pas là pour accoucher d'une lésion et que c'est pas parce qu'elle a mal quelque part que forcément il y a quelque chose de cassé, de bloqué ou autre, elle va pouvoir rebouger en toute sécurité ou à peu près et elle va pouvoir se reconditionner tranquillement. C'est ça le principe de la rupture du cercle vicieux là, donc passer de la partie gauche vers la partie droite. Ok. Sachant que à droite, il y a quand même de la douleur. C'est pas parce qu'on est à droite qu'on a plus mal. C'est ça qu'il est important de bien expliquer à notre patient. La deuxième question, elle était en rapport avec le contexte et le côté multifactoriel de la douleur. Donc là, on va rentrer un peu plus dans l'explication. La bonne réponse était qu'un contexte peut à lui seul faire ressentir une douleur. Si on regarde les autres questions, les autres réponses, c'est une façon de dire que la douleur est dans la tête, oui, encore. C'est surtout de la lésion. On parle de contexte, hein. La lésion qui détermine le niveau de la douleur. Il faut toujours une base de nociception pour percevoir une douleur. Et on verra que tout ça, ce n'est pas tout à fait exact. Mais par contre, le contexte à lui seul peut faire ressentir une douleur. Si on précise un petit peu, on va voir que la douleur est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent intervenir pour qu'une douleur existe, pour que le cerveau fasse ressentir une douleur
à un endroit précis du corps. C'est donc bien le cerveau et lui seul qui détermine si oui ou non il y aura une douleur. La lésion n'est pas nécessaire. Une douleur peut exister sans lésion et une lésion peut exister sans douleur. On reprend toujours, souvent, cette histoire où un ouvrier marche sur un clou, vous voyez, le clou traverse la chaussure, l'ouvrier hurle de douleur, il est emmené rapidement, il est emmené à l'hôpital et quand il lui enlève sa chaussure, on s'aperçoit que le clou était passé entre les orteils. On n'avait donc aucune lésion, mais on avait véritablement de la douleur. Ça peut paraître surprenant, mais quelque part, le côté multifactoriel de la douleur, là, fait que la vision, le simple fait de voir ce qui se passe, de voir le clou traverser la chaussure et s'imaginer que le pied était transpercé également, a suffi à occasionner une douleur. Et du coup, la douleur là n'atteste pas de la lésion, mais atteste du fait qu'il faut agir très très vite. On sait tous qu'un clou qui traverse un pied, une main ou n'importe quoi, c'est potentiellement dangereux à cause du tétanos, le clou est rouillé, etc. Il y a toutes sortes de choses qui traversent l'esprit. Le clou, lui, n'ayant traversé que la chaussure. Et du coup, il a eu très très mal. L'histoire ne dit pas combien de temps il a eu mal après, mais dans d'autres histoires, il s'avère qu'effectivement, les douleurs peuvent durer un petit peu. Je pense notamment à l'histoire de Moseley, qu'on voit en cours également. Donc le contexte est très 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 important et donc il sera éminemment important de déterminer avec son patient les conditions de survenue de cette douleur. Un petit schéma qui nous montre que dans 2 balances, c'est directement inspiré du Protectometer du Neue Group, le Neuro-Orthopedic Institute de nos amis australiens. Et j'ai mis dans le plateau de gauche, lésions, émotions, expériences, isolement, comportement et donc dans le plateau de droite, plutôt l'inverse, le bien-être, les émotions positives, les images positives et cetera. Et en fonction du poids que ça pèse, on va plutôt pencher vers la douleur ou vers le bien-être. Donc toutes ces items, toutes ces choses-là sont à évaluer pour bien se faire à une image de notre patient. Dans les 2 petits carrés en haut à gauche et en haut à droite, on a le contexte qui peut être favorable avec le petit soleil ou défavorable avec le nuage. Donc tout ça, c'est à évaluer quand quand on voit arriver un patient. Alors, bien entendu, un patient plutôt douloureux chronique qu'un patient, évalué comme douloureux aigu, bien entendu. Oui, du coup, Laurent, est-ce que toi, dans ton bilan, tu scindes vraiment les patients aigus et les patients chroniques? Est-ce que tu as la même réflexion par rapport à ça ou est-ce que c'est vraiment 2 catégories différentes? Tu as fait rentrer les gens là? J'ai vu qu'il y a plus de monde que tout à l'heure. Oui, non, mais ils rentrent, il y a la lumière, ils rentrent, d'autres qui repartent. Non, on est 19 depuis tout à l'heure, il y en a 2 qui sont rentrés là. Alors, ta question, c'est est-ce que je fais une différence entre les patients aigus et les patients chroniques? Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, là, tu es parti vraiment sur le cas chronique, mais est-ce que du coup tout ça parce que je pense que ta formation, elle va qu'il y a ce genre de problème avec certains patients chroniques, hein. Je pense que les patients aigus, on arrive, à mon avis, on a moins de problématiques, hein. Alors, je vais te faire une réponse un petit peu bizarre. Je ne fais pas de différence entre les patients aigus et les patients chroniques, puisque je pars du principe que le patient, il ressent une douleur, quelle qu'elle soit, et lui, il s'en fout complètement qu'elle soit chronique ou aiguë. Il veut juste qu'on lui explique ce qui se passe. Heu, le fait qu'elle soit aiguë ou chronique, ça va nous intéresser, nous, d'un point de vue intellectuel, d'une part, d'un point de vue de la mise en place des traitements, bien entendu. Je ne veux pas dire que c'est inutile de le savoir, mais dans le rapport avec le patient, c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'emblée. Dans les explications que je vais lui apporter, bien évidemment que je vais pas lui expliquer la douleur de la même manière si je perçois que c'est plutôt aigu ou si je perçois que c'est plutôt chronique.
Ça te va comme réponse? Ça me va très bien, on continue. On Moi, ça me continue. Alors, une douleur nociplastique, il y avait une question par rapport à la douleur nociplastique et la réponse, c'était: la nociception est altérée lors d'une douleur nociplastique. Je vous ai mis la définition de l'IASP. L'IASP, c'est l'International Association about Study of Pain. Et donc, l'IASP définit la douleur nociplastique comme une douleur résultante d'une altération de la nociception, malgré l'absence de preuves évidentes de lésions tissulaires réelles ou potentielles causant l'activation des nocicepteurs périphériques, et là on a une douleur nociceptive, ou de preuves de maladie ou de lésions du système somatosensoriel à l'origine de la douleur. Les patients peuvent présenter une combinaison de douleurs nociceptives ou de douleurs nociplastiques. Donc, dans l'atteinte du système somatosensoriel, les douleurs neuropathiques, bien évidemment, le tableau est totalement différent que du tableau des douleurs nociceptives, bien évidemment. Donc, ça peut être intéressant pour le traitement, mais d'emblée, je répète, le patient, lui, vient parce qu'il a une douleur et on ne va pas essayer de lui expliquer d'emblée ce qui se passe, si tant est qu'on le sache, pour faire une différence entre l'un ou l'autre. Ça va, la douleur nociplastique? Donc, le système, c'est bien entendu le système de la nociception dans sa globalité qui est défaillant. OK? Alors, là, du coup, bon, on est 21, on est 21 avec toi, Laurent, quoi, dont toi. Donc, moi. Toutes les premières questions, globalement, les retours que j'ai eus des questionnaires, parce ils sont anonymes, mais elles n'ont pas trop posé de problème. Là, on va dans les questions suivantes, avoir plus. Les kinés se sont plus trompés dans les 3 dernières questions, là. On ne se trompe jamais. On fait toujours pour le mieux. Ça, c'est un principe. Quand on a un patient, il ne se trompe pas. Il fait toujours pour le mieux. Mais bon. Donc, à la question, je ne sais même plus ce que c'était comme question. C'était concernant les TCC. Donc, la douleur, moins on en parle, mieux on se porte. Et la méditation peut contribuer à l'amélioration des symptômes. Les autres réponses étaient: il suffit de modifier son comportement pour que la douleur s'en aille. À elle seule, l'éducation aux neurosciences de la douleur diminue la douleur. Les kinés ont répondu à la douleur, moins on en parle, mieux on se porte, à 17% seulement. Donc, en fait, très peu de kinés avaient coché cette case. C'est étonnant. Bah, Euh, après, c'est étonnant, quoi. Moi, il n'y a pas très longtemps, en école de kiné, la douleur, on demandait à son patient s'il avait mal. Est-ce que je vous fais mal? Pardon, et là, je vous fais mal, je vous fais mal. Bon. Les TCC, ça va nous permettre de voir la douleur autrement. J'ai mis un truc au milieu qui s'appelle l'ACT. C'est les thérapies d'acceptation et d'engagement. Et quand on parle d'acte, on cite souvent une histoire qui est l'histoire de l'ours blanc. Je vais vous la raconter. Donc, si vous imaginez voir un ours blanc sur la banquise ou n'importe où, ou au zoo à la Flèche, parce que moi j'habite à la Flèche, vous l'imaginez, vous le voyez, vous fermez les yeux. Et maintenant, je vais vous demander, cet ours blanc hein, que vous avez bien en tête, de l'oublier. C'est bon? Vous l'avez oublié? Vous n'y pensez plus du tout? Emmanuel? J'ai un mur derrière, donc c'est bon. Je pense qu'il n'est pas derrière moi, l'ours blanc. D'accord. OK. L'idée, c'est la suivante, c'est que plus on essaie d'oublier quelque chose, plus ça se présente. Et la douleur, plus on essaie de l'oublier, plus on essaie de faire en sorte qu'elle disparaisse, moins elle a envie de partir. Et en fait, cette notion-là, elle nous ramène à la lutte contre la douleur. Et cette lutte contre la douleur fait que, bien souvent, quand on arrive avec notre patient et qu'on lui demande, par exemple: «Est-ce que ça va bien?»
eh bien, il va nous dire tout de suite, non, ça va pas bien, j'ai toujours mal, etc., etc., etc. Quand on lui demande, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, il n'est pas capable de nous dire ce qu'il est capable de faire, il va systématiquement nous dire ce qu'il n'est pas capable de faire, ce que la douleur va l'empêcher de faire. Et en fait, la douleur, ça devient quasiment obsessionnel. On pense, on vit, on est confronté en permanence avec la douleur et systématiquement, on essaie de l'oublier. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, ce qu'on va proposer aux patients, très schématiquement, c'est de se rapprocher de ses valeurs, de ce qu'on aime bien, de la famille, de son travail, du sport, des choses comme ça, et de s'investir pleinement dedans, de manière à non pas oublier la douleur, parce qu'on ne peut pas l'oublier, mais à faire quelque chose qui va prendre un peu plus de place en rapport avec les choses qu'on aime bien. Donc c'est un discours qui va s'articuler autour de faire les choses pour ce qu'elles sont, parce qu'on aime les faire, et non pas faire les choses pour un objectif qui serait, par exemple, faut faire 5 kilomètres pour ne plus avoir mal, faut faire ceci, et cetera. C'est vraiment quelque chose de plus construit autour des valeurs de la personne, de manière à non pas détourner l'attention, mais se rapprocher arrêter de lutter comme dans la méditation, l'observation, la pleine conscience. Donc, ce sont des choses qui vous paraissent peut-être un petit peu ésotériques, mais en fait, quand on intègre ça, à nos traitements, à notre discours, tranquillement, tout doucement, on n'est pas des psychologues, bien entendu. Nous, on utilisera toujours le mouvement et le mouvement va nous servir justement à refaire vivre la personne autour de ces choses qui la font, autour de ses valeurs et des choses qui lui font plaisir. Voilà, c'est pour ça que la méditation peut contribuer à l'amélioration des symptômes, de manière à vivre les choses, non pas pour faire quelque chose de particulier avec un objectif de disparition de la douleur, mais véritablement, recommencer à s'intéresser à la vie. C'est un petit peu abstrait, c'est compliqué à expliquer, mais je rappelle quand même que les TCC sont validés dans la douleur chronique, dans la lombalgie chronique, dans les nouvelles recommandations de mars 2019, si je ne m'abuse. Donc c'est quelque chose qui est important, les thérapies cognitivo-comportementales, et elles sont tout à fait possibles pour les professionnels que nous sommes. Faire du mouvement un outil biopsychosocial, ça relève toujours de la même, idée. Le mouvement n'est pas qu'une affaire de muscles. Connaître et comprendre la personne, c'est l'essentiel pour savoir comment il fonctionne. On parlera bien ici de l'abord biopsychosocial, et la douleur peut être évaluée d'un point de vue biomécanique, bien entendu, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue social. Et il est important de varier les abords en fonction de ce qui nous paraît être le plus pertinent au moment où on est avec notre patient. Enfin, le mouvement, c'est un outil au service de la fonction, au service de la vie, et ce n'est pas un outil, c'est justement un outil, c'est pas nécessairement ce qu'il faut, récupérer, le mouvement. La fonction, oui, mais pas le mouvement. Voilà pour les TCC. Emmanuel, tu es toujours là? Toujours là. L'effet placebo, il y a eu une partie des kinés, la moitié des kinés qui avaient répondu mauvais à une des réponses, une des questions. D'accord. Elle agit sur toutes les formes de douleur. Pour le remettre en action, il faut respecter certaines conditions. L'alliance thérapeutique diminue l'effet placebo. La réputation du praticien est un élément contributif à l'effet placebo. Qu'est-ce qu'on avait de bon là-dedans? Eh bien, ça agit sur toutes les formes de douleur et la réputation du praticien est un élément contributif à l'effet placebo. C'est un petit peu anecdotique quand même, mais c'est Alors l alors il y a un kiné sur 2 en fait qui a coché la deuxième case. Pour le mettre en action, il faut respecter certaines conditions. Alors est-ce que c'était une question piège de Laurent Rousseau? un peu quand même, oui, un peu quand même. On peut imaginer que les conditions à respecter sont des mises en condition, des choses comme ça, et en fait,
on s'aperçoit que l'effet placebo, c'est un effet qui est inhérent à chaque rencontre. Dès qu'on est avec quelqu'un, l'effet placebo peut se mettre en place, ou l'effet nocebo, qui est donc l'inverse. Donc il n'y a pas de respect de certaines conditions. Il y a certaines conditions qui vont être plus favorables à la mise en place de l'effet placebo. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux conditions, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'alliance thérapeutique va plutôt avoir un effet catalyseur et augmenter l'effet placebo. Donc, sur toutes les formes de douleur, ce qu'il faut bien noter, c'est que l'effet placebo, il y a de réels changements. Il se passe des choses dans le corps qui ont été objectivées. Le fait de croire, il faut y croire, c'est encore mieux. On ne parle pas de l'effet placebo, il ne faut pas croire en l'effet placebo, il faut croire dans la relation, il faut croire dans le traitement que va mettre en place le thérapeute. Quelque part, moi je dis souvent qu'il faut pédaler dans le même sens. Aller dans le même sens, ça va être favorable pour la mise en place de l'effet placebo. Même si je le sais, ça fonctionne quand même. On pourrait se dire que si on sait que c'est un médicament placebo, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Or, les effets sont quand même peut-être un peu moins importants que si on ne le sait pas, mais il y a quand même un effet qui existe. Et on peut peut-être rapprocher ça de l'intention de soigner, par exemple. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Anthony pourrait nous en parler un petit peu plus. Qui montre effectivement que le fait de savoir qu'on prend un placebo n'est pas rédhibitoire. Des pathologies plus sensibles, donc la douleur, tout ce qui est lié à la souffrance, ce sont des conditions pour la mise en place d'un effet placebo. Et enfin, c'est un outil efficace et naturel. Et je préciserai même que c'est un outil éthique. Il n'y a pas de problème particulier à utiliser l'effet placebo puisqu'il est lié à l'alliance thérapeutique et à la relation. On rentre un petit peu dans le cerveau de nos patients, bien évidemment. Si on n'a pas l'intention d'être manipulateur ou manipuler les gens pour leur bien, ça pose absolument aucun problème. La réputation du praticien, c'est souvent un élément qui va favoriser la mise en place. Les croyances dans la capacité du praticien. Si vous êtes envoyé chez un praticien et qui a une très, très bonne réputation, il y a de fortes chances pour que l'effet placebo soit plus visible. Facteurs spécifiques et non spécifiques, quand on découpe l'efficacité d'un traitement, on va avoir des effets effectivement spécifiques qui sont liés à la qualité du traitement, qui sont liés à la chimie dans certaines, dans les médicaments, bien entendu. Et on a des effets non spécifiques qui sont liés à la, comment dirais-je, au fait, par exemple, que la pathologie, elle est souvent prise en charge quand elle est plutôt dans une phase montante ou pic, donc il y a de fortes chances pour que ça diminue un petit peu après. Il y a des effets qui sont liés aussi au fait de savoir qu'on est en soins. Donc voilà, donc ça, ce sont les effets spécifiques. Il y en a d'autres qu'on pourra revoir plus tard. Des effets croisés et qui se potentialisent. Et enfin, on reparle de l'alliance thérapeutique, qui est un formidable catalyseur de l'effet placebo. Je définis, moi, personnellement, l'alliance thérapeutique comme la capacité qu'on peut avoir de rendre le patient autonome, comprendre, évaluer, apporter au bon moment la bonne pièce au bon endroit et dans les bonnes proportions. Écoute active, reflet, résumé, ce sont des outils qu'on utilise dans l'alliance thérapeutique pour faire véritablement une équipe au service du patient.
La nociception, il y avait une question sur la nociception de mémoire. Oui, et ça a été la question, où en majorité les kinés ont répondu à côté. Ah ouais, En fait, il y a eu, 22 bonnes réponses sur 119. ça c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Il y a une petite approximation dans les réponses et je pense qu'effectivement on peut se tromper. Si on prend la première, il suffit à elle seule à déclencher la douleur. Non, puisqu'effectivement, on peut tout à fait avoir des douleurs sans nociception, on peut avoir des nociceptions sans douleur, donc ça, c'est pas possible. Alors bien entendu qu'on peut avoir une douleur avec, de la nociception, hein, c'est pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est pas suffisant. La nociception Le niveau de nociception dépend de la gravité de la lésion, donc ça, c'était la bonne réponse. Heu, En fait, il faut s'entendre sur le terme gravité et sur le terme lésion. En fait, le niveau de nociception, il peut être, potentialisé, augmenté par la sensibilisation et cetera. Mais, généralement, le niveau de nociception est proportionnel à la stimulation des nocicepteurs. Donc j'ai fait un petit raccourci en parlant de gravité de la lésion. Sans nociception, pas de douleur, donc ça c'est faux. On peut avoir une douleur sans nociception. Si la nociception est élevée, la douleur sera forte, ça c'est également faux. Si la nociception est élevée, la nociception est élevée. C'est tout ce que ça veut dire. La douleur sera forte, ça dépendra de l'interprétation du signe de la nociception. Voilà. Il est évident que si la nociception est élevée dans des conditions généralement, «normales» entre guillemets, effectivement la douleur sera forte, mais ce n'est pas obligatoire. La nociception est élevée et la douleur peut être forte, oui, mais pas obligatoire. Donc c'est bien le niveau de nociception dépend de la gravité de la lésion. Et ça, c'est essentiel puisque systématiquement notre patient va penser que puisqu'il y a une douleur, il y a une lésion et il faut rechercher la lésion, normaliser la lésion pour que la douleur disparaisse. Et ça, bien entendu, c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, ça arrive souvent, mais c'est pas toujours le cas. Et dans les patients douloureux chroniques, c'est malheureusement pas le cas. J'ai une Donc question. donc le niveau de nociception dépend de Ah, la gravité de la Attends, lésion. il y a une Laurent, question, il y a Laurent. Marie qui a une Pas la question. douleur. Ouais, Euh, du coup, tu as dit qu'il pouvait y avoir nociception, mais pas forcément de douleur. oui. Et j'ai du mal à bien me rendre compte de ça. Qu'est-ce que ça donne alors? Est-ce que tu as quand même une sensation, ben, du coup, je dirais pas douloureuse, mais tu ressens quand même quelque chose ou j'ai du mal à comprendre ça? Alors, la nociception, elle est liée à l'activité des nocicepteurs. Ouais, D'accord? Le nocicepteur, quand il est activé, il va envoyer un message, pour faire simple, vers le cerveau, qui va prendre différentes voies, qui va arriver au niveau du cerveau. Et le cerveau, il va récupérer une information liée à l'activité des nocicepteurs. ouais, Après, il fait l'analyse de cette information. Et en fonction du contexte dont on parlait tout à l'heure, ouais. il va donner une réponse. Il va donner une réponse qui peut être un réflexe de retrait, par exemple, sans nécessairement avoir de douleur, qui peut être, une douleur, Ouais. qui peut être tout à fait autre chose. Tu t'imagines, par exemple, traverser la rue et tu mets le pied dans un trou et tu te fractures la cheville et en même temps, tu regardes sur le côté droite ou gauche, comme tu veux, et tu vois un gros camion qui fonce sur toi. Est-ce que tu vas avoir mal? Je ne pense pas. Tu ne penses pas. Est-ce que tu as de la nociception? Oui. Oui, voilà. Ok. Donc tu as la réponse. Les gens qui se font mordre par les requins, ils ont plutôt, enfin leur cerveau a plutôt, l'envie de les sauver, pas de leur donner une douleur. Parce que la douleur, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que
est-ce que c'est pertinent de ressentir une douleur? Est-ce que c'est utile? Si c'est pas OK. utile, il y aura pas de douleur. Je ne sais pas si tu as eu dans tes patients des gens qui se sont sectionnés les doigts, J'en ai eu peu, mais j'en ai eu, ouais. d'accord? Est-ce qu'ils ont eu mal? Non, j'ai Non, même eu pire d'ailleurs, oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils m'ont dit que pas du tout. pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déconnectés. Ils me décrivent souvent ouais, le cerveau qui shunt. Le cerveau chinte et la première chose à laquelle ils pensent, c'est quoi? C'est récupérer le morceau de doigt OK. Ouais, et donc c'est lié à une hiérarchie de traitement de l'information, en fait. exactement. OK. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'il est pertinent de ressentir une douleur? Le cerveau, est-ce qu'il est pertinent pour le cerveau de faire percevoir une douleur? D'accord. Et c'est la seule question qui vaut le coup. D'accord, d'accord, OK. Alors après, bien entendu, on parle de la douleur utile, la douleur normale. Chez un patient fibromyalgique, la douleur, elle est pas très utile, hein, Ouais. et pourtant il en a, Mmh mh. n'importe quand, n'importe où. Donc là, on va falloir essayer de trouver un autre système et je reviens sur les TCC où il est important avec ces patients douloureux chroniques de tout reprogrammer dans leur fonctionnement, de les faire sortir des cercles vicieux dans lesquels ils sont enferrés, de les faire sortir surtout de la lutte perpétuelle contre la douleur, parce que ça fonctionne pas très bien. Mmh mh. OK. Et voilà. Donc, on a véritablement intérêt, quand on a un patient, à chercher qui il est, comment il vit sa douleur, comment il vit sa douleur par rapport à son travail, par rapport à sa famille, et cetera, de manière à pouvoir trouver des angles d'attaque bio-psychosociaux qui vont Mmh. pouvoir l'aider. OK. Mais c'est pas Oui. nous qui faisons le travail. Mmh Mmh. mh. Oui, D'accord. c'est souvent le raccourci que l'on fait lorsqu'on dit j'ai mal donc j'existe. Ce patient qui donne l'impression que si on lui supprime ce discours de douleur, il n'est plus rien autour de lui, dans un cercle ou familial ou professionnel. Ça Donc il peut va falloir travailler aussi. Ça peut arriver. Alors, sincèrement, je pense que c'est payer très, très, très cher le fait de vouloir exister, d'avoir mal en permanence. Donc on ne peut pas attribuer ça à quelque chose de volontaire. On n'a pas mal pour exister, c'est-à-dire qu'on peut exister au travers de la douleur éventuellement, mais j'ai du mal à concevoir quelqu'un qui voudrait avoir mal pour exister, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Oui, oui, d'accord. C'est pour ça qu'on parle des TCC, on parlait des TCC tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'on s'en fout un petit peu de savoir si c'est nociceptif, si c'est nociplastique, si c'est neuropathique. C'est intéressant dans la mise en place des traitements, mais avant tout le patient, le patient, le patient, le patient. Qui il est, comment il fonctionne, comment il vit sa vie au travers de sa douleur, comment il fonctionne, comment il bouge, et cetera, et cetera. Bien entendu, toutes les techniques kinésithérapie qui existent sur, la réathlétisation, la remise en charge progressive, tout ça, c'est éminemment important, mais ce ne sont que des outils au service d'un projet global qu'on qu'on déterminera ensemble avec le patient. On peut regarder comment il fonctionne, on peut regarder quels sont les rythmes, de l'épaule, du dos, et cetera. Tout ça, c'est vrai, bien évidemment, mais il faut essayer de l'intégrer dans un truc plus global quand ce sont des patients que je qualifie, moi, de douloureux complexes. Donc voilà ce qu'on peut essayer de voir dans cette formation et voilà. Donc moi, j'ai pas pour ambition de vous apprendre la physiologie et tout ça parce que c'est compliqué et je vais dire un truc, faudra pas le répéter, hein, c'est pas utile d'emblée pour le patient. Ça peut être utile pour lui
un petit peu plus tard, de lui expliquer tous ces phénomènes-là. Mais d'emblée, c'est le prendre en charge, le prendre en considération. Et si vous avez des patients douloureux chroniques, je pense notamment aux fibromyalgiques, et vous leur demandez quels sont leurs problèmes, ils ne vont pas vous dire forcément que leur problème, c'est la douleur. Ils vont vous dire que leur problème, c'est qu'on ne les comprend pas, on ne les croit pas. Donc au final, ils sont plus embêtés par ça. Et certains iront même jusqu'à vous dire, au bout d'un moment, je me mets à la place du patient, j'ai cru que c'était moi qui étais fou et que ma douleur n'existait pas, à force de me dire que je ne devrais pas avoir mal. Si vous avez des patients fibromyalgiques, essayez de les questionner sur ce genre de créneau, vous verrez, c'est une réponse potentielle. Voilà. Le 19 et le 20 octobre, c'est la formation à Rivesaltes, c'est ça? C'est ça, Laurent. Ça tombe lundi et mardi. Après, je crois que tu interviens dans d'autres endroits sur le territoire et les dom-toms. Et les dom-toms, oui, c'est ça. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère avoir été assez clair. C'est pas facile, hein. C'est pas facile comme exercice, Emmanuel. C'est pas facile, c'est pas facile. Bah, déjà, moi, je l'ai fait il y a quelques années. Je crois que je l'ai fait il y a 3 ans. Tu étais venu à Perpignan, on l'avait fait sur 2 jours. Ouais, Là, donner une petite ébauche en 45 minutes, c'est pas forcément évident. d'accord. Alors moi, je profitais que Sandrine soit connectée encore. Sandrine, je sais que tu t'es inscrit à la formation. Du coup, toi, quelles seraient tes attentes en fait par rapport à du coup ce qui s'est dit ce soir, hein? Ah, alors, j'ai cerné déjà pas mal de choses et donc je voudrais, oui, approfondir parce que c'est plus un peu aussi le rapport, cette discussion, elle s'intègre à la séance, on sacrifie une séance, plusieurs séances. Enfin voilà, c'est beaucoup d'armes, je pense, dont on a besoin pour aller dans la bonne direction et être efficace par rapport à tout ça. Alors, Et, je vais te répondre. Déjà, il n'y a pas de bonne direction. Il n'y en a pas de mauvaise non plus. Non, mais c'est un peu Tu bizarre. serais pas tu serais pas de C'est un Normandie, peu toi, normand, alors? non? Ouais. ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. La bonne réponse de normand, quoi. Non, mais Donc oui, t'es donc non. ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne lutte pas contre la douleur. On n'essaie pas d'enlever la douleur. On essaie de faire avec et de sortir de ce cercle vicieux. La, la- la réponse que je pourrais t'apporter, c'est on n'essaie pas d'enlever la douleur pour faire un mouvement. On réhabitue la personne à fonctionner pour que la douleur disparaisse. Oui, non, non, mais ça, j'ai entendu. Ce que je te dis, c'était par rapport au temps que tu vas consacrer, dans quel cadre, tu vois, voilà, En si ça va concret, au changer, cabinet, comment voilà, c'est faire avec ça. les patients, quoi. Mais oui. La première phrase que je dis à mes patients, après leur avoir dit bonjour et asseyez-vous, c'est: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors là, tu imagines que ça peut. C'est toujours des questions ouvertes. Donc c'est lui qui va me dire ce que je dois faire, en fait. C'est lui qui va m'emmener là où il veut aller. Et donc, je peux passer 3/4 d'heure à causer avec lui. Il peut s'arrêter au bout de 5 minutes parce qu'il trouve que ça ne va pas dans son sens. Donc, il faut que je parte dans un autre sens. Et là, du coup, je pourrais peut-être sortir un bilan et faire un bilan parce qu'il attend ça. En fait, je suis scotché à ses attentes systématiquement et je fais ce qu'il me demande, pas tout à fait quand même parce que j'essaie d'influencer un peu les choses, mais il y a possibilité de discuter pendant 3/4 d'heure et parfois, il faut faire peut-être autre chose, il faut peut-être l'emmener dans un autre coin et voilà. Parfois, tu auras besoin de lui faire lui faire faire une expérience, le faire bouger, le rassurer. Il y a pas de. C'est ça qui est Ouais. intéressant. C'est que le bilan, la feuille de bilan chez un douloureux, c'est ça. Une feuille blanche. Et à chaque patient, vous la voyez, ma feuille blanche? Ouais. Oui, oui. Et à chaque patient, on repart d'une feuille blanche. Et je dirais même qu'à chaque séance,
on repart d'une feuille blanche parce que même si on lui a donné des exercices à faire, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et après, l'idée, c'est de garder l'alliance thérapeutique, garder le contact et être véritablement à l'écoute de son patient. Donc, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de bonne possibilité, de mauvaise possibilité. C'est ça qui est Donc, deux rigolo. Mais c'est ça qui questions, est compliqué. question piège peut-être, Laura. Donc, moi, j'ai pas mal de gyms, de groupes, j'ai peu de prise en charge individuelle. Donc, est-ce que tu vas apporter les armes? Est-ce que je vais avoir la possibilité quand même d'avoir des outils, même en discussion plus collective, moins intimiste? Oui, bien entendu. Dans ces cas-là, ce qui peut être important, alors l'éducation faite en groupe semble être un peu moins efficace que l'éducation faite en individuel. Euh, Par contre, il y a un effet groupe qui est intéressant. Ça dépend qui tu mets ensemble. Mhm. Voilà. Donc, le groupe, oui, mais à gérer, c'est pas toujours facile un groupe, hein. Quand ils parlent de leur expérience personnelle, c'est pas toujours évident. Mais oui, c'est Ok, possible, c'est possible. d'accord. Mais il ne faut pas hésiter à les prendre en groupe et un petit peu en individuel aussi. Ok. Voilà. D'autres questions? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir concrètement, en fait, comment ça se passe quand vous faites un bilan. S'il faut pas trop parler de douleur, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance justement à aller chercher plein de petites questions pour mieux cerner le problème. Alors, Mais on focalise du coup le patient sur ça, c'est peut-être pas une bonne chose. oui, je pense que ce n'est pas une bonne chose, effectivement. Parce qu'on me dira, il n'y a pas de bonne et de mauvaise chose, hein. C'est bon, je paraphrase Édouard Baird, là. Euh, je, J'essaie d'être attentif aux attentes du patient. Donc, très rapidement, la première phrase, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. ensemble? Et je vais voir ses attentes par rapport à son travail, sa vie, etc. Je vais d'abord savoir essayer de déterminer qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et je vais ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il connaît, quelles sont ses croyances par rapport à la douleur. Très clairement, bien souvent, je tombe sur bah, j'ai mal là parce qu'il y a quelque chose qui déconne. J'ai Mhm. quelque chose de déplacé, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, ce sont ses croyances. Donc D'accord. après, on ne va pas remettre en cause ses croyances, on peut un peu les discuter et on peut surtout essayer de voir si ces croyances, alors je parle bien des douloureux qui sont les douloureux complexes, hein, des gens qui ont une Mhm. histoire douloureuse depuis un certain temps. On va essayer de voir si ces croyances lui sont utiles. Mhm. Est-ce que le fait de croire ça, ça vous a rendu service? Alors c'est un tout petit, c'est un raccourci, hein, bien entendu, hein. Mhm. Et du coup, en fait, on va, heu, on va mettre en lumière ce qu'on appelle dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, les boucles coincées. C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement de cette personne-là va faire qu'il ne s'en sort pas. Et là, on va essayer de trouver pour lui des solutions pour modifier un peu ses comportements. Donc, on est dans les thérapies cognitivo-comportementales. Peut-être en agissant un peu sur les croyances, en lui proposant d'autres choses qui pourraient lui être plus utiles. Mais le mieux, c'est certainement d'essayer de lui faire découvrir lui-même les solutions qui lui sont les plus appropriées. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à déterminer un petit peu ce plan de traitement, on va mettre en place des choses qui nous sont propres, c'est-à-dire la rééducation, Mhm. éventuellement la thérapie manuelle, des choses comme ça. Et on va essayer de construire autour de notre profession, qui est la profession de kinésithérapeute, avec les apports des thérapies cognitivo-comportementales, un, un axe de traitement qui peut être très, très variable en fonction des gens. Ok, Voilà. ok, très bien. Merci. La douleur chronique, c'est passionnant
mais je conçois que ce soit un peu déroutant. Mais vos patients sont pas déroutants? Ah si? Ben oui, hein. Souvent en D'ailleurs, formation, en fait, quand je commence souvent par, faire un tour de table, pas souvent, systématiquement, et je fais parler les stagiaires et je sens un agacement terrible de mes collègues par rapport aux douloureux chroniques parce qu'ils savent pas quoi en faire. Ils sont attachants ces patients-là, mais on n'en voudrait plus, au bout d'un moment, on en a marre. Je sais pas si c'est oui. votre cas. La Sandrine qui rigole, elle doit savoir de quoi je parle. Ça nous met en face de notre échec, mais nous, notre façon d'aborder les choses très biomédicales, c'est ce qu'on a appris à l'école, nous envoie systématiquement dans le mur, hein. Donc, vous êtes peut-être là pour voir s'il y a d'autres. Et en termes de thérapie cognitive, là, on peut les orienter vers quel type de thérapie? C'est compliqué quand on ne connaît pas trop de dire de l'hypnose, de l'EMDR, enfin, Tout ça, ce sont des outils qui peuvent être utiles, oui. mais C'est c'est vrai que ça me dépasse un peu, quoi. Je sais que ça marche chez certaines personnes, moins bien sur d'autres. bah, l'hypnose, ça fonctionne relativement bien quand même, moi je trouve. Mm. Après, ça reste un outil. C'est intéressant l'hypnose si on arrive à faire un peu d'auto-hypnose à son patient. Mhm. Soit faut qu'il soit réceptif, mais sans plus, hein, et il faut bien lui expliquer les choses et ça va lui permettre de passer un stade, de passer à une étape. Mhm. Et l'idéal, c'est qu'il arrive à faire donc ses soins tout seul et qu'il arrive à recommencer à bouger, à recommencer à faire des choses, à voilà, il y a c'est pas une fin en soi, c'est toujours, un outil. Un outil. Mm. Ok, merci. Dans la formation que je donne, j'essaie d'être très généraliste, pas rentrer trop dans les détails, physiologiques et tout ça parce que j'ai pas le sentiment que nos collègues, ils aient besoin de ça pour s'occuper du patient. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est intéressant de savoir si c'est une douleur nociplastique, si c'est une douleur, nociceptive ou neuropathique, mais ça va pas beaucoup nous aider dans le dans le fond vraiment du traitement. On part du patient, on s'occupe de lui. Si à un certain moment, il veut en savoir un petit peu plus, on peut rentrer dans ces détails-là et c'est toujours à sa demande. Alors vous aurez des patients qui seront très exigeants, qui veulent avoir plein d'explications. Je pense aux enseignants ou aux ingénieurs, par exemple. Là, ça peut être intéressant d'aller dans leur sens et de leur apporter un petit peu d'eau à leur moulin. Vous aurez des patients, qui sont extrêmement compliqués parce qu'ils sont très rigides dans leurs croyances. Ce sont les militaires et ils ont besoin d'avoir des certitudes très fortes et quand leurs certitudes tombent sur leurs croyances en matière de douleur, c'est très compliqué. Mais bon, on les aide quand même, autant que possible. Moi, j'ai fait la formation il y a quelques années déjà. Ça m'a fait un grand plaisir de faire l'animation et de pouvoir la refaire. Ça me remettra un petit peu à la page. Et j'ai trouvé que ce qui a beaucoup changé, pour moi, c'est, mon discours aux patients en ce qui concerne leur douleur. Parce qu'il y a des patients, douloureux chroniques qui ont très peur d'avoir mal et de savoir que cette douleur peut avoir une utilité, mais pas forcément et que s'ils font une activité qu'ils aiment, finalement, ils auront moins de risques de se faire mal que s'ils se forcent à faire quelque chose. Ça il y a beaucoup de patients que ça a pu aider à franchir le cap de reprendre une activité qui leur plaisait vraiment, de lâcher prise un petit peu, sur le reste et finalement comme ça, petit à petit, de pouvoir retrouver, en tout cas plus d'activité dans leur quotidien, même s'il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas, toujours jouer,
nous kinés. Mais voilà, pour moi, j'ai trouvé que je suis loin d'être parfaite dans mes pratiques, mais en tout cas, ça m'a quand même beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et je pense Ouais, que ça aide pas mal mes patients aussi. Après, je vois un petit peu mes travers, encore plus là par rapport à ce que tu as pu dire ce soir. C'est que je pense que j'ai eu tendance à vouloir trop leur expliquer et du coup à mhm, être un peu trop rentre dedans par rapport à leurs croyances et finalement d'opposer mes croyances aux leurs et de plus être suffisamment dans l'alliance thérapeutique. ouais. Voilà, après c'est un peu travers, c'est pas toujours facile, on en a pas mal discuté avec Emmanuel. Par exemple, il donnait l'exemple d'un patient qui disait moi ce qui me soigne mes douleurs, c'est les ultrasons, donc il faut me faire des ultrasons et il venait pour se faire des ultrasons et lui, il voyait pas trop le problème de dire bah puisque c'est ça qui va le soulager et que mon but c'est de le soulager, bah je vais le soulager et lui faire les ultrasons. Et moi je disais oui, non mais là on renforce ses croyances de dire que c'est les ultrasons qui vont le soigner, alors peut-être que c'est la démarche de vouloir se faire soigner, de prendre du temps pour soi, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, etc. Mm. Et en fait, c'est, enfin, plus on plonge dedans, je trouve, et finalement, plus on a de questions. C'est ce qui fait que c'est passionnant aussi, hein, mais On a voilà, souvent je plus de voulais dire questions. que moi, je trouve ça super intéressant. On a souvent plus de questions à la fin de la formation qu'au C'est ça. début, mais ce Et ne sont dans pas les les mêmes. suites. Ce sont pas les mêmes. Alors, je Mm. reprends un peu ton propos, Céline. Il faut quand même être très, il faut quand même être méfiant. Euh, il faut toujours avoir en tête les drapeaux rouges. Il faut jamais passer Ouais. à côté de quelque chose de grave. Et il faut vraiment tenir compte de l'état de la personne. Si elle est très déconditionnée, ou même déconditionné, et tu lui dis il n'y a pas de problème, c'est pas parce que vous faites quelque chose que vous allez abîmer quoi que ce soit. Non, ouais. Voilà, ils vont tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se dire chouette, elle me donne l'autorisation de, je fonce. Ouais, non, je pensais à quelqu'un qui faisait plus rien du tout, mais du tout, vraiment, pas rester allongé toute la journée, mais presque, à cause de douleurs au dos. Et en fait, elle se mettait beaucoup la pression sur le ménage, sur enfin, des trucs qui lui cassaient les pieds. Et finalement, elle s'est aperçue qu'elle était capable de jardiner sans avoir mal, Hmm. mais pas de faire la cuisine pour les amis de son mari. Pareil, c'est un exemple bête, mais voilà, c'est plutôt ce genre de choses, de dire aux gens qu'il faut pas arrêter toute activité par peur de la douleur, mais d'abord les sélectionner. Bon, c'est pas que le critère j'aime bien faire ça ou j'aime pas faire ça. Il y a bien sûr une question de difficulté aussi, mais voilà, il y a des gens où on se dit pas que le jardinage, c'est plus facile que de faire la cuisine, par Ouais. exemple. Je crois il est important dans la relation avec le douloureux complexe d'aller très doucement, très doucement. Et nous sommes souvent des professionnels qui voulons aller vite, qui voulons aider beaucoup les gens, et il faut vraiment, vraiment prendre son temps. Prendre son temps, sinon on les perd en fait. Pas donner forcément beaucoup d'informations à la fois, et aller tranquillement et leur expliquer que ça sera de toute façon long parce que c'est la réalité, et voilà, aller être très prudent, très, très prudent. Voilà, et le temps, c'est de l'argent. Oui, 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 oui. C'était pas l'idée de départ, mais Excuse-moi, c'est une croyance que j'ai. ah, ouais. Ah, mais voilà. Donc voilà, donc si je résume cette formation, on va essayer de comprendre, comprendre comment fonctionne la personne, comment et pourquoi elle peut avoir des douleurs. Est-ce qu'il y a des raisons physiologiques? Est-ce que c'est lié à tout un contexte? Donc, on va essayer d'évaluer tout ça. Et il y a beaucoup de questionnaires qui existent sur les croyances, sur les peurs, etc. Donc, on voit tout ça. On essaie d'aborder. Alors, les TCC, ça fait toujours peur, mais c'est vraiment un comportement à avoir avec son patient plus que véritablement des techniques à mettre en place. Si vous voulez faire une formation sur les TCC, ça dure 3 ans, je crois, de mémoire, donc c'est quand même pas rien.
Il existe par contre une formation qui met en lien les TCC et les douleurs chroniques, parce que les TCC n'ont pas été inventés pour spécifiquement les douleurs chroniques, hein, c'est tout, pour notamment les phobies, ça existe. Et donc, c'est très, très intéressant, ça dure 1 an. Et l'idée, c'est de manœuvrer un petit peu tout ça, apprendre à faire un entretien. Donc là, on parlera d'entretien motivationnel, mettre l'alliance thérapeutique en place. Et puis voilà, donc ensuite, adapter toutes nos techniques kinésithérapiques, quelles qu'elles soient, à ce fond de travail sur la douleur pour aider au mieux nos patients. Et pas leur vendre de rêve au travers de manipulations de vertèbres, etc. Tout ça, c'est bien évidemment pas le propos. Voilà. Emmanuel, tu disais quoi? Bonsoir, il y aura un replay. Oui. Oui, c'était juste quelqu'un qui a raté la première demi-heure et qui voulait avoir le D'accord. replay. Mais c'est bon, j'ai Anthony, trouvé tu son mail. veux? Ouais. Anthony, Oui, je t'entends. est-ce que tu veux dire un petit mot? Emmanuel t'invitait à dire. Anthony fait une formation également? Oui, effectivement, je donne des formations. Voilà. Un petit mot. Moi, déjà, je veux te dire que pour avoir donné des webinaires, je sais à quel point c'est compliqué parce qu'on n'a pas les têtes des gens qui s'affichent. Ouais. Et du coup, moi, écoute, tu te posais les questions, tu disais que c'était pas difficile. Moi, j'ai trouvé que c'était clair. Bon, bah écoute, merci. Après, moi, je me posais des questions sur la nociception tout à l'heure. Du coup, ta question piège, là, qui était un peu piégée. Et piège n'est pas très précise. J'imagine que tu as vu ça. Ouais, tu voulais savoir quoi sur la nociception? Est-ce que tu pourrais redonner ton explication, s'il te plaît, sur le fait que tu penses que la quantité de nociception a un lien avec la gravité de la, entre guillemets, gravité de la lésion? C'est un raccourci. C'est un raccourci. Il me paraît évident que quand une brûlure, par exemple, plus la température est élevée, plus il y aura d'activation des nocicepteurs, plus le champ de la lésion est élevé, plus les nocicepteurs sont nombreux à être activés. Ça, je pense que ça me paraît à peu près logique. Et c'était quoi la réponse déjà? Oui, la nociception est importante en fonction de la gravité de la lésion. Plus la lésion est étendue, plus il y a de nociception. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle peut être modulée à différents endroits et on n'a pas parlé de ça du tout dans le questionnement. Donc, Par exemple, dans une amputation, est-ce que tu considères qu'il y aurait beaucoup de nociception? Alors, au moment de l'amputation? Ouais. Quand on te coupe la jambe? Ouais, par exemple, ouais. Par un requin ou une vraie amputation? Fais ton choix. Amputation attendue ou non attendue? C'est pas un piège, hein, c'est une question. Hein. Non, on peut en débattre, effectivement. Je pense que oui, il y a beaucoup de nociception. Maintenant, la nociception, dans la définition de la nociception, est-ce que tu mets effectivement la fabrication de la douleur ou est-ce que ça s'arrête juste au décodage? Pour moi, la nociception, c'est juste ce qui se passe entre la périphérie et le cerveau. D'accord. Au-delà du thalamus, c'est plus la nociception. Ok, on n'est pas sur la production de douleur. Je pense que oui, dans une amputation, il y a beaucoup de nociception. En fait, à la place de dire la nociception, il faudrait dire l'activation des nocicepteurs. Non, alors, non, si tu veux être l'activation des nocicepteurs, c'est une partie de la nociception. Oui, mais pour être juste par rapport à la gravité de la lésion, dans la phrase, il faudrait dire l'activation des nocicepteurs dépend de la gravité de la lésion. Oui, si on veut. Ce serait bon, ça? Ouais. D'accord. C'est comme ça, tu enlèves tout le… Non? C'est clair qu'avec tu enlèves le rétrocontrôle de la moelle. Enfin,
Non, c'est pas Ouais. ça? Mais on a toujours des problèmes avec la nociception. Dès qu'on prononce ce nom-là, on part dans des discussions qui sont sans fin. C'est toujours un Et peu moi, compliqué. moi, j'ai une autre question, du coup. Ouais. Imaginons que tu es un patient, tu es tout bien fait, tu es bien mené la thérapie d'acceptation d'engagement, les TCC, l'éducation à la douleur, il fait du mouvement pour lui, pour créer la valeur de sa vie. Quels sont les résultats auxquels tu pourrais t'attendre? Est-ce que les résultats seront toujours positifs? Est-ce que les résultats, ou alors est-ce qu'il y a enfin, dans ta pratique à toi, qu'est-ce que tu constates? Écoute, moi, j'ai un exemple en tête où j'avais fait tout ce qui me semblait être bien. Et ça stagnait, ça s'était amélioré, ça stagnait. Et il est allé faire un stage de RFR, et rééducation fonctionnelle du rachis. Et là, il a trouvé son bonheur, quoi. Lui, il voulait du rentre-dedans. Et moi, j'avais pas trop envie. Et à chaque fois que j'augmentais un peu la dose, ça marchait pas. Alors, soit ça n'a pas matché avec lui, soit il attendait autre chose, soit je pense qu'il y a des moments, il faut accepter que on n'est pas le bon interlocuteur. Ça, c'est pas bon pour son ego, mais il faut accepter ça. Merci. Ça fonctionne pas toujours comme on l'espère. Peut-être qu'on ne sait pas tout non plus. Et j'en suis persuadé. Moi, le premier. Donc, voilà. Je sais pas, tu as eu les mêmes problèmes? Bah, je peux te raconter un cas. J'ai un patient. En fait, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a des patients qui évoluent tellement lentement qu'on a l'impression qu'ils n'évoluent pas et ça stagne. Hmm. Et en fait, quand on prend le bilan initial et le bilan à 1 an, ça m'est déjà arrivé, hein, et ben, Ouais. on se rend compte qu'il y a une vraie évolution. Mais si on m'avait demandé à moi ce que j'en pensais, j'aurais dit que la personne, elle ne bougeait pas. D'accord. Ouais. Il y a aussi ça. Mais du coup, oui, non, bah, j'ai mes échecs comme tout le monde. C'est juste, si je dois répondre à ta question, je dirais qu'il y a des personnes pour qui ça va être zéro douleur, pleine capacité, et d'autres personnes Ouais. pour qui ce sera quasiment rien, quoi. Et Donc, puis, on a des résultats qui nous surprennent par rapport à, je pense, aux fibromyalgiques. J'ai une personne en tête, une femme, elle a toujours autant de douleurs, mais elle va infiniment mieux. Ça dépend où on place le curseur. Elle, la douleur, ça n'a jamais été son problème. Mais maintenant qu'elle comprend qu'effectivement, elle n'est pas en danger, eh ben, elle va beaucoup mieux. Elle a repris plein d'activités, mais elle a toujours mal. Voilà. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça aura diminué, mais pour l'instant, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est un échec? Enfin, ça dépend où on met le curseur. les objectifs du patient, ouais. Et oui, c'est ça, les objectifs du patient. Et les objectifs du patient, quand ils sont de faire disparaître la douleur, on n'est pas toujours très bien. Après, il y a une petite… c'est pas Serge Perrault, Serge Marchand qui disait ça avec ses fibromyalgiques. Il faisait un deal. Il disait ouais, c'est compliqué ce que vous avez, hein, mais bon, si je vous enlevais la moitié de la douleur, est-ce que ça irait quand même? Alors que l'attente, c'était de disparition complète. Ah bah oui, la moitié de la douleur, ce serait déjà super. Ah oui, déjà, on a gagné 50%. Et il descendait, il descendait, il descendait, il descendait, il descendait. Et déjà, 20%, ce serait déjà très, très bien. Alors que la demande, c'était 100%. 20%, c'est quand même 5 fois moins. Donc, c'est vraiment les histoires d'objectifs, d'attente du patient qu'il est important d'évaluer, d'estimer et peut-être des fois un peu de négocier. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler encore? Ou est-ce que c'est vraiment trop tard?
Moi j'aimerais bien des petits tuyaux, en fait, Ah, concrètement, pour faire comprendre aux patients que la douleur, ça peut être un allié et qu'il accepte, quoi. c'est un allié pour toi, c'est pas un allié pour lui. Ah, voilà, d'accord. Oui, 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 oui. Non, non, Ok, non, mais quand même, mais je croyais que vraiment il fallait avoir un discours en disant, mais si cette douleur, elle peut vous aider pour prévenir telle ou telle blessure ou telle. ça Mais bon, du coup, ça les rend aussi kinésiophobiques si on leur dit ça. Donc, j'avais du mal à cerner un peu. C'est-à-dire que la douleur, c'est un message. Si tu arrives à décoder le message, ça va t'aider énormément et ça va aider ton patient. C'est en ça que c'est une alliée, la douleur. Ouais. Après, bien évidemment que quelqu'un qui a mal tout le temps, je ne sais pas si ça vous est arrivé de souffrir de longues semaines, c'est épouvantable, hein. Ouais, c'est Donc voilà, c'est dans l'analyse, dans l'utilisation de l'explication, comprendre pourquoi elle existe, comment elle existe. mm, C'est là que ça peut devenir une alliée. Mais évidemment, le titre est très provocateur, hein. oui. Là, je me disais, je vais jamais m'en sortir, en fait. Ah ouais, non, 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 c'est pas. Il y a des choses à dire au début et des choses à pas dire, hein. Si tu Oui. te lances là-dedans, tu vas avoir des problèmes. Mais déjà, dans l'acceptation, c'est déjà énorme. De l'accepter et de rebouger dessus, c'est déjà un grand pas, quoi. La formation, en général, sur toutes les formations sur la douleur, elles sont très utiles pour te changer toi. Mm, Toi, ton abord du patient, ton abord de la douleur. Alors bien entendu, la compréhension, la connaissance, c'est essentiel, mais c'est surtout, surtout, surtout changer ton abord, te rendre peut-être plus patiente, détecter certaines choses. C'est avec toi, Emmanuel, ou avec toi, Sandrine, hier, dimanche soir, on parlait du langage, la façon que les gens ont de présenter leurs problèmes. Oui. Mhm. Entre avoir mal dans le cou et avoir mal aux vertèbres, c'est totalement différent dans mm, l'appréciation des croyances qu'ont leurs patients. Avoir mal aux vertèbres, ça n'a aucun sens. mm. Sauf si véritablement il y a une métastase sur la vertèbre. Mais bon, c'est quand même plutôt rare, heureusement. Mais avoir mal aux vertèbres, ça veut dire attribuer à une partie anatomique la raison de sa douleur. Et là, au niveau de l'explication, ça sera totalement différent que quelqu'un qui a mal dans le cou. Donc ça, c'est des choses qu'il est important de noter. De même que la sacro-sainte douleur musculaire. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ici autour de la table, enfin de la table, ce que c'est qu'une douleur musculaire? Moi, j'ai jamais su ce que c'était qu'une douleur musculaire. Et quand on demande au patient, il dit bah si, si, c'est une douleur musculaire. Mais c'est quoi? Ah bah, vous savez bien ce que c'est une douleur musculaire. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait toujours pas ce que c'est qu'une douleur musculaire. Les courbatures, ils connaissent les courbatures. Ah oui, mais quand c'est des courbatures, ils disent des courbatures. Ils ne parlent pas de douleur Mhm. musculaire dans ce cas-là. C'est vrai.